Bonjour à tous, Franck Muller sur Lyon. Nous sommes le vendredi 12 juillet, nous sommes les 8 heures du matin. Bon, un grand feuilleton, le feuilleton de l'été. L'affaire de Rugy. Alors, en fin de compte, le mois de juillet porte malheur à Macron parce que l'année dernière, c'était l'affaire Benalla. Ensuite, il y avait l'histoire de la piscine, la construction de la piscine pour Macron. Et maintenant, affaire de Rugy. Alors, au départ, je pensais qu'il y avait deux affaires de Rugy. Et en fin de compte, on se retrouve avec 4 ou 5 épisodes. Déjà, oui, en l'espace de 2 jours, chaque demi-journée, il y a des révélations qui surgissent. Bien sûr, on vous dit pas tout le détail, mais bon. Alors effectivement, en période de restriction, de disette budgétaire, la dépense passe très mal auprès de certains fonctionnaires de l'Assemblée. On s'aperçoit qu'effectivement, François de Rugy a organisé entre octobre 2017 et juin 2018, lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale, une dizaine de dîners qui étaient plus ou moins sans lien apparent avec ses fonctions. Et sur les tables de l'hôtel de la Sède, donc qui est la résidence du président de l'Assemblée nationale, on servait des homards géants, du champagne, des vins, de la cave de l'Assemblée, du château Cheval Blanc à 550 € la bouteille et du château d'Yquem 99 à 265 €. Bon, alors parmi les invités, effectivement, peu en rapport avec la politique, c'était surtout des amis de sa femme, qui est journaliste à Gala. Et d'ailleurs, nous avions par exemple M. Jean-Michel Apathy, le journaliste, qui n'est pas l'un de mes préférés, qui a reconnu que, en fin de compte, le dîner est un espace ambigu et qu'il a vite compris que ça n'avait pas beaucoup de sens d'être là pour lui. Ce n'était pas un dîner de travail. Et si c'était à refaire, évidemment, mais non pris la main dans le sac, il ne le referait pas. Oui, une chose importante aussi, vous vous rendez compte que à l'Assemblée nationale, les moyens ont été utilisés pour organiser le dîner de Saint-Valentin du couple en 2018. Le service de restauration de l'hôtel de la Sède a eu la délicate attention, sans qu'aucune demande préalable ne leur soit faite, soi-disant, de décorer la table de François de Rugy et son épouse pour le repas en amoureux de la Saint-Valentin. Bon, on peut remarquer que la Macronie laisse François de Rugy monter seul en première ligne. Aucun des grands chefs LREM n'est monté au front pour défendre. Et d'ailleurs, quand on les interroge en off, ils sont un peu dans la panique. C'est une affaire qui tombe vraiment mal après la confrontation des riches et des pauvres pendant la crise des Gilets jaunes. Donc pour l'instant, il reste au gouvernement. Alors ça, c'était la première affaire, d'accord ? Donc c'était une révélation sur des dîners fastueux sur fonds publics. D'accord. Puis effectivement, quand on voit les homards, etc. sur la table, bon, ça fait vraiment Louis XIV à Versailles. Mais quelques heures après, nous apprenions que la directrice du cabinet de M. de Rugy a conservé 12 ans un HLM sans y habiter. Effectivement, Mme Nicole Klein occupe un HLM depuis 2001 à Paris. Pendant 12 ans, elle a conservé ce logement sans y habiter, sachant que cette dame touche 9 266 € brut par mois. Bonne question. Alors qu'elle continuait de profiter de ce logement, en 2006, elle avait sorti une phrase. Elle regrettait que les demandeurs de logements sociaux doivent attendre si longtemps alors qu'ils connaissent des situations de grande précarité. Mais elle gardait un logement, vous voyez. Bon. Elle n'habitait plus la capitale et de 2006 à 2018, elle a gardé cet appartement. Bon. D'ailleurs, on peut se poser la question, grosse question, quelle est la conception de l'usage des deniers publics au ministère de la Transition énergétique ? La question fait vraiment flancher François de Rugy, empêtré dans des révélations de Mediapart sur ses dépenses personnelles à l'Assemblée nationale, mais ça vaut aussi pour sa proche collaboratrice au ministère. On peut rappeler que, à l'époque, François de Rugy, quand il espérait avoir un poste, en 2013, il dénonçait justement les privilèges des députés dans le Nouvel Obs. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Et puis, encore un autre épisode, le lendemain,
on s'aperçoit que les contribuables ont aussi payé à grands frais l'appartement du ministre. Donc après ces somptueuses réceptions, le ministre de l'écologie, numéro 2 du gouvernement, et sa femme ont fait réaliser, là c'est au ministère, pour plus de 63 000 € de travaux payés par le contribuable dans les appartements privés du ministère. Franchement, des travaux de confort, avec un dressing au coût exorbitant de 17 000 €. D'accord. 17 000 € pour un dressing, franchement. Enfin bon, chez François de Rugy, en fin de compte, il y a la parole, il y a les actes. Alors que l'actuel ministre d'État et ex-président de l'Assemblée nationale prône depuis des années l'exemplarité, la transparence et une meilleure gestion des deniers publics, d'importants travaux ont été menés pour 63 000 €. Rien que ça. Et puis, encore un nouvel épisode, 4e épisode. Nous apprenons que François de Rugy occupe aussi un logement à vocation sociale depuis 2016. Social parce qu'il dépend du dispositif cellier social, près de Nantes. Bien entendu, il ne répond pas aux critères d'attribution de ce type de location particulière. Donc, M. François Goulet de Rugy, c'est son vrai nom, une particule, dit ne pas avoir été informé. Et donc, il loue, en fin de compte, c'est un ministre, mais qui ne connaît pas les lois. Ouais, d'accord, ouais. Donc, il loue à l'insu de son plein gré. Alors, on peut se poser la question, parce que va-t-il être intraitable avec lui, comme il l'a été avec sa directrice de cabinet que j'évoquais tout à l'heure, car il lui a demandé sa démission. Mais non, il est très à l'aise, il nous dit qu'il va rembourser. Et puis, encore un autre épisode, 5e épisode, on aperçoit que, à l'époque, on apprend qu'un grand bureau avait été aménagé à l'hôtel de la Seine, lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale, pour accueillir les enfants du couple. Et un 3e chauffeur avait été mis à disposition pour emmener un gamin à l'école. Voilà. Et puis il y a aussi l'histoire du sèche-cheveux doré à leur fin pour 499 €. Rappelez-vous, déjà, il y a, je pense, 1 an, il y avait l'histoire de l'appareil à raclette pour 200,57 € passé en note de frais. Et un vélo elliptique pour 768,99 € parce qu'il ne pouvait pas aller courir, vous comprenez, dehors, parce qu'il fallait un officier de sécurité pour l'accompagner. Alors, il préférait courir sur son vélo elliptique à l'Assemblée. Enfin, ça fait quand même énormément plaisir. C'est vraiment un enchantement de voir nos premiers de cordée profiter du ruissellement d'une politique macronienne bien menée, comme nous sommes loin de ces vulgaires fumeurs de gitanes roulant au gazole avec leurs gilets jaunes. Merci à la famille de Rugy, ministre de Macron, de nous ravir en images des bienfaits de la politique ultralibérale de Emmanuel Macron. Vraiment, ça fait plaisir à voir. On sent vraiment qu'on est dans un nouveau monde. Dans un nouveau monde où il n'y aurait plus de différence. Bien. Un point de détail. Je clôt là pour l'instant en attendant les prochains épisodes et en attendant certainement la démission. Il a promis de rembourser jusqu'au dernier euro, mais la personne qui est chargée de surveiller les comptes a été nommée par François de Rugy. Donc, en fin de compte, c'est son employé qui va lui dire ce qu'il doit rembourser. Donc, c'est quand même un petit peu délicat. Bon. On va parler, j'ouvre 2 parenthèses, c'est du vivre ensemble, mais bon, ça va faire grincer certains, mais bon. Dans la Drôme, c'est dans la presse quotidienne régionale, 4 adolescents venaient casser du blanc devant l'école privée. Alors évidemment, les suspects, excusez-moi, mais bon, c'est écrit dans la presse, de type africain, nord-africain, ont eux-mêmes déclaré venir casser du gouvert, un dérivé du terme arabe gaouri qui désigne le blanc. Entre les mois d'avril et de mai, les agressions d'élèves s'étaient multipliées aux abords de l'Institut Notre-Dame, un célèbre établissement d'enseignement privé situé à Valence dans la Drôme. Le nombre de faits de violence était tel que les patrouilles de police avaient été renforcées sur le secteur. Les parents étaient obligés de venir spécialement récupérer leurs enfants parce qu'il était hors de question de les laisser sortir seuls de l'école. Crachats, gifles, coups de poing, effectivement, les 4 meneurs de la bande violente à l'origine de ces agressions ont été interpellés, mardi dernier je crois, âgés de 11 à 13 ans. Ils étaient collégiens dans un autre établissement. On répète, typés africains, nord-africains, les mis en cause n'ont pas rechigné à exprimer leur motivation aux policiers. Ils venaient vraiment pour casser du blanc.
Donc, les 4 meneurs venaient aux abords de l'école privée avec une dizaine de camarades en tant que spectateurs et agressaient des élèves qui étaient un peu seuls dans la rue. Donc voilà, coup de pied, coup de poing. Et ben, mis en cause, ils vont passer face à des éducateurs spécialisés de la protection judiciaire. Voilà. Les plus âgés vont comparaître devant un juge pour enfants, entre 11 et 13 ans. Qu'est-ce que ça va donner plus tard? Bon, en parlant de vivre ensemble, hier, l'équipe d'Algérie a gagné, elle s'est qualifiée pour la Coupe d'Afrique. Bon, c'est une chose, tant mieux pour eux. Je comprends qu'on puisse être supporter d'une équipe de foot. Alors, manifester dans la rue, foutre le bordel, bon, il y a des gens qui bossent le lendemain, ça leur plaît peut-être pas d'avoir à 3 heures du matin des gens qui vocifèrent, ça c'est une chose. Mais alors, monter sur les bus, casser du mobilier urbain, débaliser des magasins de moto, d'accessoires moto, etc., comme cela s'est passé à Paris, permettez-moi quand même de trouver que c'est un petit peu excessif. Hein. On peut être heureux pour... Enfin bon, par contre, ceux qui ont manifesté, ce sont des Français, hein, des Français de papier qui ont manifesté pour l'équipe de leur pays natal, l'Algérie. Voilà. C'est tout, hein. Bon. Mais bon, si on veut parler du vivre ensemble, bon, il y aurait un petit peu plus de respect de part et d'autre, surtout de certains, ça irait mieux. Bah tiens, je continue, excusez-moi, mais je continue sur le même sujet. La mairie de Rennes a dépensé 430 000 € pour rénover une mosquée, au nom du bien vivre ensemble. Le centre culturel et islamique At-Taqwa, boulevard du Portugal à Rennes, a été rénové ces derniers mois. 430 000 € budgétés par la ville de Rennes, qui était propriétaire des lieux. Donc elle est venue un dimanche, récemment, inaugurer ce chantier aux côtés de plusieurs adjoints. Cette journée est l'occasion de découvrir les travaux réalisés. Nous avions vu que les locaux commençaient à vieillir, à commenter la mer. Je rappelle que Rennes est la ville qui a autorisé le burkini dans les piscines publiques. Et donc, consacrer 430 000 € d'argent public à un lieu où les petites filles portent le voile, en violation totale de l'article 2 de la loi de 1905. Faut-il croire que l'islam est religion d'État en France? Quand vous voyez des photos de groupes dans lesquels une élue de la République, Madame Nathalie Appert, maire de Rennes, pose avec des petites filles de 5 ans qui sont voilées pour une mère féministe, il est vraiment surprenant qu'elle approuve tacitement qu'une fillette doit couvrir son corps pour le protéger du regard d'autrui. Serait-ce pour le protéger du désir des hommes lorsqu'on a à peine 5 ans? Ah, et on est en France. Bon, je vais vous parler... Allez, je vous remets une couche, parce que pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo précédente, on va rester dans le Maghreb, Salah Abdeslam. Donc effectivement, c'est le seul survivant des attentats terroristes du Bataclan du 13 novembre 2015. Malheureusement, des dizaines et des dizaines de personnes qui ont été mitraillées, achevées à terre. Et il y a eu une décision. En 2017, l'État a été condamné à payer par la justice 500 € à ce monsieur Salah Abdeslam. On a considéré que les conditions de surveillance de l'unique survivant des commandos n'étaient pas légales. En effet, il était sous surveillance vidéo. Et en fin de compte, c'est une atteinte à sa vie privée. Et il ne fallait pas. Donc, quelque part, en France, tout va bien. C'est le pays de l'absurdité. Il ne faut pas surveiller les prisonniers par vidéosurveillance. Voilà. Alors, comment on peut les surveiller? Je ne sais pas. Bon, je voudrais attirer votre attention sur les impostures du bac. J'ai eu des éléments par des gens qui sont professeurs et je mettrai en lien un site. Vous ne pouvez pas savoir. Des élèves qui se présentent à l'oral et on leur apprend qu'en fin de compte, on a rehaussé leurs notes et qui ont leur bac, etc. Mais vous allez voir plein d'anecdotes, je vous les mettrai. Je vais vous faire un léger résumé. Et il est... voilà. Comment dire, un véritable sabordage du bac 2019 que M. Blanquer a orchestré, rompant ainsi l'égalité de traitement des élèves vis-à-vis d'un examen national, en s'assoyant grassement sur la souveraineté des jurys de professeurs, envoyant des consignes sans en-tête, non signées,
disons, on va dire, c'est un putsch administratif. Et donc, effectivement, une partie de l'administration et les professeurs ont appliqué les consignes. Et ils l'ont fait, évidemment, par peur des menaces que le ministre Blanquer n'a cessé de proférer à l'encontre des personnels administratifs et enseignants d'éducation nationale. Depuis quand un ministre intimide-t-il les personnels dont il a la responsabilité? Est-ce que c'est cela, l'école de la confiance voulue par M. Blanquer? En tout cas, c'est une mise au pas que les personnels enseignants perçoivent en tout premier. D'ailleurs, dans une interview télévisée, Blanquer employait à propos des enseignants grévistes l'expression « prendre nos enfants et leurs familles en otage », qui a été repris, je crois, par Macron. Quand même, alors, chacun peut avoir son avis, mais je vous apporte quand même quelques éléments. Les professeurs grévistes ne sont ni des délinquants, ni des terroristes. Ce sont des personnes qui ont décidé d'exercer un droit constitutionnel qui est le droit de grève, pour dénoncer d'une part des réformes inégalitaires qui détruisent le service public qui s'appelle l'éducation nationale, d'autre part le refus total de M. Blanquer d'ouvrir sa porte et discuter avec les personnels enseignants, parce que, en fin de compte, l'écrasante majorité des enseignants sont contre ces réformes qui sont menées au sein de l'éducation nationale. Donc ce droit de grève, il s'est rendu obligatoire à cause du refus de dialogue de M. Blanquer, en sachant que personne ne sacrifie un 30e de paye par journée de grève avec gaieté de cœur quand même. Il est trop facile pour des enjeux communicationnels d'essayer de braquer l'opinion contre les professeurs, souvent caricaturés comme des fainéants privilégiés. On peut quand même s'apercevoir, les professeurs en France sont sous-payés, le métier est tellement peu attractif qu'en 2019, près de 1500 postes ont été non pourvus au concours du premier et du deuxième degré. Enfin, tout cela reflète bien la politique et la communication de Macron. Une utilisation de tels éléments de langage n'est pas anodin, vous voyez, prise en otage. C'est le fruit d'une double tendance. On criminalise des mouvements de contestation sociale, comme par exemple les Gilets jaunes, et puis on essaye de les rendre invisibles aux yeux des citoyens, donc en parlant le moins possible, en essayant de mettre la poussière sous le tapis. Donc le ministre a refusé catégoriquement de recevoir les grévistes. Donc la suite est effectivement très dramatique pour les parents et les enfants qui devaient passer cet examen. Il a maintenu la date des résultats du bac. Face aux très nombreux refus de jury de statuer sur les élèves à qui il manque des notes, il a demandé à l'administration, qui n'est pas légitime pour cela, de compléter avec des notes. Non pas du contrôle continu, parce que ce contrôle continu n'existe pas. Encore une fois, c'est un élément de langage pour préparer le terrain aux futures réformes qui mettront en place le contrôle continu. Mais donc, ils ont fait une moyenne qu'ils ont prise dans les livrets scolaires. Donc, conséquence, il y a une rupture d'égalité entre ceux qui ont eu toutes leurs notes et ceux à qui on a mis des notes, on leur a mis la moyenne de l'année, même s'ils avaient triché, et voilà. De toute façon, c'est le chaos, mais le chaos voulu par M. Blanquer, c'est une stratégie libérale qui est bien connue, comment dire, baisse des moyens alloués au service public, on dénonce le dysfonctionnement causé par les manques de moyens et on justifie donc des privatisations, des applications de mesures libérales en détruisant ces mêmes services publics. Donc, de ce fait, les réformes Blanquer suppriment le bac national, s'aborde ainsi le dernier bac national pour, voilà, et on fout le bazar et comme ça on le supprimera, il y aura moins de problèmes. Donc, comprenez que, comment dire, j'ai un petit soutien à l'œil, si on supprime un bac national, vous aurez une notation locale par un contrôle continu. Mais il n'aura pas la même valeur en fonction du territoire où on le passe. Les fuites de sujets dans un lycée privé, ça arrive. Comprenez que si vous avez des bonnes notes dans une banlieue à très forte population étrangère, etc., où le niveau est relativement très bas, vous allez avoir une très bonne note, donc admettons 12, 13 de moyenne, ça n'aura pas la même valeur que si vous êtes
Si vous avez 13 sur 20, dans un lycée, dans les beaux quartiers, où il y a plein de gens friqués, et où le niveau est excellent, vous comprenez? Un 13 dans une banlieue, sur un niveau, comment dire, un borgne, au royaume des aveugles, aura une bonne vue. Par contre, s'il est au milieu de gens qui voient très bien, il ne sera pas si bien que ça. Voilà, bon, je pense que vous avez compris. Donc voilà, je regrette. Les notes ne veulent pas dire la même chose suivant le quartier de l'établissement. Surtout qu'on leur donne des consignes de relever les notes au fur et à mesure, parce que c'est tellement déplorable. Enfin bon, donc Emmanuel Macron, censé être le président de tous les Françaises, de tous les Français, foutaise. Hein. D'ailleurs, il faudrait même des excuses pour les propos tenus à l'égard des fonctionnaires décrits comme des délinquants ou des terroristes. Franchement, ce sont des propos qui peuvent heurter les personnels enseignants et surtout les victimes des véritables prises d'otages, que ce soit des attentats ou non. Déjà, on n'entend pas les contestations sociales, il faut aussi quand même éviter de criminaliser ces contestations. Voilà. vous voyez, on va toujours continuer dans les abus, là. J'avais noté, sur le mois de mai, redressement fiscal, 60% du gouvernement, de l'ancien gouvernement, hein, a mal déclaré ses revenus en 2018. 21 membres du gouvernement sur 35 ont eu droit à un redressement fiscal, hein, en 2018. C'est le Canard enchaîné qui relevait ça. Un rapport de la Haute Autorité sur la transparence de la vie publique. Oh, pas des petits redressements, hein. 10 788 € de moyenne pour les rappels et 12 000 € pour des pénalités de retard. Mais on note quand même que la quasi-totalité des membres du gouvernement épinglés étaient de bonne foi. Non mais vous plaisantez. Ils se foutent de notre gueule. Hein. Ah, ils ne savaient pas, ils se sont trompés. Hein. T'es ministre, tu sais pas, avec tous les comptables qui sont autour pour faire leur compte et tout. Ils ont triché. Ils ont triché. Alors, quand on dit qu'on rentre dans une situation de dictature, on va me dire, non mais attendez, vous poussez, vous les mecs sur Internet, vous racontez du pipeau, etc. Alors, je vais vous citer un élément sur une personne qui est bloquée 1 an sans toucher de salaire. Aujourd'hui en France, le pouvoir macronien intimide ou écarte ceux qui ont le malheur de vouloir se mettre en travers de son chemin. Dernière victime en date, Alexandre Langlois, ce dernier secrétaire général du syndicat Vigipirate, vient de se voir notifier une suspension sans traitement, suspension de ses fonctions pour une durée de 12 mois, dont 6 avec sursis. Le dirigeant syndical, qui était passé devant un conseil de discipline le 20 février dernier, est accusé de manquement à son devoir de réserve. Les faits reprochés à Alexandre Langlois portent sur le contenu de tracts syndicaux diffusés par son organisation. Que faisait ce monsieur? Il dénonçait simplement le manque de réaction de la Direction générale de la police nationale face aux nombreux suicides intervenus dans les rangs des policiers depuis le début de l'année. Rappelons que depuis le 1er janvier, un policier se suicide tous les 4 jours. Il y a quand même une absence de transparence de l'administration face aux agissements d'un médecin contrôleur de la police, lequel a été pourtant condamné entre-temps pour fait d'agression sexuelle aussi. Voilà. Et puis, bon, vous avez une manipulation des chiffres relatifs à la délinquance, en particulier à Marseille. Donc, ma foi, il en a parlé, il ne fallait pas, donc on sanctionne. Donc c'est très rare, hein, parce que généralement, ils sont protégés légalement par leurs mandats syndicaux. Ces fonctionnaires de police sont normalement intouchables du moment qu'ils agissent dans l'intérêt général des fonctionnaires de police et dénoncent des pratiques incompatibles avec le bon fonctionnement de l'institution. Donc, Alexandre Langlois n'a fait que révéler des faits établis et nullement contestables. Dans le premier temps, la réalité des suicides qui touchent les policiers, c'est malheureusement vérifiable au quotidien. Quant au manque de réactivité de la Direction générale de la police nationale, elle est tout aussi incontestable. Il y a vraiment très peu d'empressement pour identifier de manière formelle
les causes profondes du phénomène et mettre en place des solutions adoptées pour éviter tous ces suicides. Et puis bon, tout le monde comprend qu'il y a une certaine invraisemblance des chiffres de la criminalité. Il y a longtemps que les études scientifiques spécialisées et les rapports de l'inspection générale de la police nationale ont démontré que certains chiffres sur la délinquance sont régulièrement adaptés au gré des besoins du pouvoir politique en place. Donc, M. Langlois est donc bien victime d'une chasse aux sorcières. Celle-ci n'a d'autre but que d'inciter à faire taire toutes celles et tous ceux qui, au sein de la police nationale, auraient des velléités de rapporter les nombreux dysfonctionnements qui le concernent, qui nous concernent, nous, en tant qu'usagers, en tant que citoyens. Nous ne pouvons pas avoir le service que devrait nous apporter la police. Il n'y a qu'à aller dans un commissariat pour voir le bordel. Cette façon de procéder est tout simplement scandaleuse et constitue une atteinte grave à l'exercice du droit syndical. C'est d'ailleurs une honte pour notre pays qui se dit garant, soi-disant, des valeurs de la démocratie, encore un aperçu de la fameuse République exemplaire voulue par notre président Macron. À l'exemplarité, où est-elle passée? Bien, je vais mettre fin à votre supplice. Il y aura beaucoup de choses aussi encore continuer sur les fraudes fiscales, etc. J'ai des choses encore sous la main. La loi Avia aussi, malheureusement, sur la liberté d'expression. On ne pourra plus rien critiquer. Je vais aller travailler, quand même. Nous sommes vendredi matin. Je vous remercie en tous les cas. La dernière vidéo en 2 jours que je n'avais pas partagée sur Facebook a fait quand même 4000 vues, simplement par vos partages sur YouTube. Je vous en remercie. Il ne me reste plus qu'à continuer. J'apprécie de plus en plus un petit peu le lien qui s'établit entre nous. J'espère que je vous apporte des éléments d'information, des éléments de réflexion pour se dire tiens, c'est vrai qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, et en fin de compte, c'est du pipeau, c'est de la communication. On nous ment, on nous raconte des bobards. Et on cherche à nous prendre de plus en plus de la laine sur le dos, il y en a déjà plus beaucoup. Et réforme Pôle emploi, les indemnités assédiques, vous allez voir à la rentrée, réforme des allocations, donc chômage, des allocations logement, etc., etc. Il y a beaucoup de gens qui vont perdre de l'argent à la rentrée. Tout ça pour faire des économies, bien sûr. Voilà, donc la rentrée va être très compliquée. Voilà. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un bon week-end, soyez prudents si vous prenez la route. À très bientôt. Encore, je vous dis merci de m'avoir reçu chez vous. Merci pour tous les partages. Merci pour vos commentaires. À très bientôt. Merci. Ciao.